nécessité, au-delà de la situation actuelle, de préserver à tout prix le rôle de notre armée qui est d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. En tout cas, il faut que cela soit dit. On va prendre la question de... J'ajoute la réunion des chefs d'État de Bujumbura. Il y avait notre chef d'état-major là. Vérifiez. De toute façon, je pense que j'ai prévu... je n'ai pas l'impression que beaucoup d'entre vous ont lu les communiqués de la réunion des chefs d'état-major général. On s'assurera de le mettre à votre disposition parce que si nous voulons bien comprendre la dynamique actuelle, il faut relire un peu à partir du mois d'avril ce qui avait été convenu à Nairobi après notre adhésion à la Eastern African Community, ce qui a été convenu à Luanda comme processus. Et hier, c'était la fusion de ces deux processus, évidemment, avec une extension aux Nations Unies et à toutes les institutions. En réalité, les communiqués qui ont été signés hier au nom de ces deux régions regroupent et engagent beaucoup des chefs d'État. Alors, on va prendre la question d'Alex Kataï. On va demander à Élisée Dia de se préparer parce qu'il y a un petit mouvement. Comme ça, on va gagner en temps. Ma question, c'est au vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez parlé de tous les groupes armés, mais le Rwanda, vous avez parlé de tous les groupes armés, hein, mais le Rwanda s'appuie ou s'accroche au fait que les FDLR sont encore au Congo. Qu'est-ce qui va arriver aux FDLR? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que vous avez dit que les autres groupes armés doivent déposer les armes et être démobilisés et puis réinsérés dans la vie sociale. Et les FDLR, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont rester en RDC, les armées restent en RDC, ou ils vont être envoyés au Rwanda et avoir un dialogue avec le Rwanda? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est... La dernière, j'espère. Oui, la dernière, bien sûr, la dernière. C'est en rapport avec les chefs d'État qui devraient donner des ordres s'il faut attaquer ou pas les FDLR. Parce que vous avez dit que s'ils refusent, les chefs d'État donneraient l'ordre en ce moment-là d'attaquer. Ça sera encore un mini-sommet qu'il faudra convoquer. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Rwanda serait... Clair. Ouais. Avant toute chose, je réitère la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo adressée à tout État, à toute organisation, y compris les organisations de la société civile, à toute personne qui a des éléments d'information précises sur les FDLR, soit en termes de leadership, soit en termes de troupes, soit en termes d'occupation de terrain, de porter ces informations à la connaissance du gouvernement. Nous allons agir immédiatement. Je réitère la disponibilité de la RDC de s'associer à toute initiative prise qui tendrait à l'anéantissement de groupes armés étrangers, quels qu'ils soient, qui opèrent sur le territoire national congolais. C'est officiel. FDLR, allez, vous avez le communiqué, la page 5, point H. Vous l'avez là dans votre appareil? On va lire ensemble. D'abord, commençons par le point G. Cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la RDC de la région. Jour J. H. FDLR, FOCA, RAID, Tabara, ADF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais devront déposer des armes immédiatement et engager leur rapatriement inconditionnel selon les termes du processus de Nairobi avec le soutien de la MONUSCO, le mécanisme de vérification ad hoc et la force régionale de la CAC, de la communauté d'Afrique de l'Est, jour J plus
5. Et je termine. Lisez le communiqué des conclaves de Nairobi, avril-juillet. Il est dit ceci: perspective politique, dialogue politique, quelle qu'en soit la forme, entre le chef d'État et leurs groupes armés, en vue de leur faire une offre de paix. Si il y a un groupe qui refuse, qui ne prend pas la main, tous ces groupes qui ne prendront pas la main seront considérés comme des forces négatives qui seront combattues par la force régionale. Donc, on oublie ça. La force régionale n'est pas que pour les M23. C'est pour tous ces mouvements-là. Et c'est pour cela que dans ce communiqué, on a mis ça. Ça va comme ça? Voilà. Élisée Odia. Alors, il a dit, chef de l'État, donnez l'ordre. Je vous l'ai dit. J'ai lu les points C. D'abord, en chapeau, si vous voyez le point 8, le ministre Sommet a décidé ce qui suit. Ce qui suit, entre autres, intervention de la force régionale contre les M23 conformément au prescrit, ainsi de suite. N'est-ce pas? L'autorisation dont tu parles, oui, lorsque les chefs d'état-major se sont réunis, si vous voyez le dernier paragraphe, je vous l'ai lu, il n'y a pas d'autorisation. Mais la décision elle-même dit, vous intervenez si jour J-2, les M23 n'obtempèrent pas. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un autre sommet. Parce que intervention ici, ce n'est pas à donner, c'est décider. Ils ne vont plus se réunir pour dire les M23, ces attaques se retirent. Mais la décision est prise. Vous êtes sûr que ça va se passer comme ça? Ce n'est pas question d'être sûr. Nul n'a le talent en la matière de la certitude. Mais nous faisons tout pour que ça soit certain. Et c'est ça le défi. Voilà. Madame Élisée Odia. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Une toute petite question au vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Aujourd'hui, avec cet accord qui demande le repli de M23 à... C'est communiqué, c'est pas un accord. communiqué plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le M23 est un mouvement terroriste congolais? Et puis une autre question au ministre porte-parole du gouvernement. Tout à l'heure, une consoeur a cité RFI pour parler justement de la réaction du porte-parole du M23, chose que nous, on ne peut pas faire parce que tout de suite après, on risque d'être taxé d'antipatriotes ou de traîtres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tout cas c'est ce qui se fait, à chaque fois qu'on donne la parole peut-être au mouvement rebelle ou aux traîtres, on est tout de suite taxé de ça. Vous n'avez pas l'impression que vous, par cette attitude, on est en train de renforcer les médias internationaux qui tout de suite après, on est obligé de Vous utilisez de gros mots, je ne vous laisserai pas continuer parce que c'est tout le contraire de ce que nous faisons. Mais pourquoi nous sommes là? Pourquoi le vice-premier ministre est là? Je pense que moi, je communique beaucoup plus avec les médias locaux Je parle du M23, que les médias internationaux. J'en arrive, madame, parce que lorsque vous revenez avec des affirmations de ce genre, c'est comme s'il y avait de la censure. Non. Les médias ici, c'est l'éternel débat que nous avons. Lorsque nous parlons, nous vous exhortons à tenir compte de votre rôle citoyen. Votre rôle citoyen vous oblige, à certains égards, d'avoir une attitude. Aujourd'hui, je voudrais être décent pour ne pas citer l'exemple de l'Europe qui a censuré les médias russes. Les médias russes aujourd'hui ont été censurés en Europe. Ils n'opèrent nulle part. Mais c'est eux qui nous parlent le plus souvent des démocraties. Ici, c'est l'intégrité territoriale du pays qui est engagée. Donc, nous avons, nous, le droit de nous dire, encore que nous n'y sommes pas, je ne pense pas, parce qu'ici, tous les journalistes ont accès au briefing, parce que nous voulons qu'il soit ouvert, il y a une option de ce genre pour brimer les médias, intimider les médias. On fait appel à la responsabilité pour que les informations que vous donnez soient des informations, d'abord qui sont vérifiées, soit des informations qui ne relayent pas ou qui ne fassent pas la propagande ennemie. Il y a toujours moyen, lorsque vous êtes responsable dans votre domaine, de faire le traitement.
C'est ce qu'on appelle traitement avant la diffusion. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler encore que nous, dans le cadre du travail qui est le nôtre, la redevabilité, la transparence, elle est de mise. Et les journalistes, vous êtes en droit de poser vos questions, mais vous êtes aussi en droit de vous interroger sur votre responsabilité citoyenne lorsque vous voulez diffuser une telle ou une telle info pour être sûr que vous n'êtes pas utilisé comme le relais de l'ennemi. Est-ce qu'on peut poser une question à un porte-parole du M23 actuellement dans ce pays? Je ne vous apprendrai pas à faire votre travail, Madame Élysée. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, le M23, groupe terroriste congolais. Mais lorsqu'on dit le M23 est un groupe terroriste, le M23, c'est une réalité immatérielle. Qui font la substance matérielle physique du M23? Ce sont ceux qui sont membres. Et il y a des Congolais qui sont M23. Ils sont des terroristes. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. C'est blanc comme neige, madame. Voilà, prochaine question, Jean-Ri Koumandé. Et puis on prendra les 3 dernières, parce qu'il faut finalement qu'on termine cet échange. Ce sera Maïs Chibangouin Nouveau, Innocent Alenga, et on va terminer par Rachel. Oui, au moins qu'on ait 2 femmes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais savoir si, au sommet, les ministres rwandais des Affaires étrangères étaient présents. Et les documents, parce que j'ai vu les communiqués finaux, il n'y a pas de signatures. Bon, c'est les documents qu'on a reçus. Est-ce que les ministres rwandais ont signé aussi ces documents-là? Vous avez reçu sûrement le mauvais communiqué dont on parlait tout à l'heure. Oui, peut-être c'est ça. Les communiqués authentiques est là, il y a la signature du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Voilà, merci. Bon, maintenant, la deux. J'ai pas... Maintenant, la question. Ça, c'était juste une précision. Maintenant, la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Rwandais qui étaient représentés peut-être avec le ministre des Affaires étrangères... Pas peut-être, c'est la certitude. Oui, c'est la certitude. Bon, il était là. Est-ce que vous pensez que... Je peux parler maintenant? Oui. Est-ce que vous pensez que les Rwandais, après les communiqués des États-Unis, après les communiqués de la France, après les communiqués des Nations Unies, toute la litanie des communiqués, cette fois-ci, les Rwandais vont s'exécuter? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelque part, vous avez dit que on demande les retraits du soutien du Rwanda au M23. Mais dans les communiqués, nulle part, on demande au Rwanda de ne plus soutenir le M23, mais nulle part dans les communiqués, on a condamné le Rwanda. Je trouve qu'il y a une petite contradiction. Voilà mes 2 questions. Cette fois-ci, est-ce que le Rwanda va s'exécuter? Il n'y a que les autorités rwandaises qui peuvent répondre à cette question. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Chacun fait son devoir. C'est ce que nous faisons. Et à Ibiruta, mon collègue Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères de Rwanda, il est un plénipotentiaire. Techniquement, sur le plan du droit international, il a valablement représenté son pays et engagé son pays. Nous étions à Nairobi, le président Kagame n'a pas signé le communiqué du premier conclave. C'est le ministre des Affaires étrangères qui est venu, mais n'a pas été moins lié par ce communiqué. Je vous ai dit au départ que nous travaillons sous l'autorité du président sans naïveté ni faiblesse. Chacun se comporte selon ses intérêts et l'intérêt de son pays. Mais ici, nous sommes dans une dynamique régionale et sous-régionale qui est en mouvement. Si les autorités rwandaises ne veulent pas s'inscrire dans cette dynamique régionale, libre à elles de le faire. Mais nous prendrons acte, l'Union africaine, nous le supposons, l'EAC, la communauté des nations prendront acte qu'elles ne veulent pas de la paix. Et je le dis à la télévision. Et ne vous en faites pas, encore une fois,
nous ne partons pas avec une hypothèse d'un triomphalisme ou, je dirais, d'une satisfaction quelconque. Non, nous devons rester, s'il vous plaît, vigilants. Le président de la République, dans son dernier message à la nation, il a terminé par l'appel à la vigilance. C'est très clair. Alors, condamnation du Rwanda. Je vous ai dit ici que je comprends, c'est une satisfaction morale. C'est peut-être un peu de la psychothérapie, mais ça n'arrange rien, c'est pas ça. On peut condamner midi, matin ou soir et se retrouver devant des situations compliquées. Rappelez-vous, ici, sur ce plateau-là RTNC, pourquoi je vous ai dit ça? Tout le monde dit qu'il faut négocier avec le Rwanda. Pourquoi? Pourquoi pas avec le Congo, en face de Congo-Brazzaville? Pourquoi pas avec la Centrafrique? Pourquoi pas avec la Zambie? Aujourd'hui, il est clair et net que le Rwanda est impliqué. Et pour une certaine satisfaction morale, je ne sais pas quoi, là, les autorités rwandaises disent oui, nous allons essayer de persuader les 23 de se retirer. Est-ce qu'il y a aveu plus que ça? Donc moi, je pense qu'il faut aller dans la profondeur. Ce beau matin, on peut crier partout. Tous les pays du monde peuvent condamner. Ça va changer quoi? Il faut aller en profondeur. La profondeur, c'est ce programme d'action de terrain qui a été signé hier, pas par les ministres des Affaires étrangères dans un procès verbal, mais par un communiqué signé par des chefs d'État et ministres des Affaires étrangères représentant valablement, conformément à leur constitution, son chef d'État. C'est dans ça qu'il faut aller. Donc, le défi pour nous tous, c'est d'obtenir que ce qui a été décidé soit appliqué. Voilà, on va prendre les dernières questions en série. J'avais parlé de Maïs Chibangu, Madame Kitita. Innocent, aujourd'hui, vous pouvez ne pas poser de questions. Patient Ligodi, une question? Ou Jérôme Sekana? Voilà. Innocent, vous poserez la dernière question. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Messieurs les ministres. Ça fait longtemps. Merci. Oui, ça fait longtemps. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai une interview dans pas longtemps. Voilà, je disais ceci. Je voudrais partager avec vous une petite réflexion. Ouais. Vous avez lu tout à l'heure une des résolutions qui disait cessation de tout soutien politico-militaire. Et quand je reviens en arrière, vous avez dit, vous allez me corriger si je n'ai pas bien entendu, que selon vous, qui étiez là-bas, les M23 est un mouvement, comment on appelle déjà? Terroriste congolais. C'est ça, non? Allez-y. Je vais le dire en langage au français facile, continue. au lobby ba M23 ba ali ba congolais. Mais na kati ya communiqué lobby na lobby na kati ya M23 ba congolais bazali. Ah d'accord. Il faut être fidèle. C'est difficile de traduire en lingala. Merci beaucoup excellence. Siko na kati ya M23 ba congolais bazali. Bongo ba Rwanda ba na kati ya M23. Bango pe ba kozonga kaka na ngomba wana. Siko soki bazongi na ngomba wana. Aujourd'hui, je vous ai entendu. Ok. Soki na kati ya bitumba M23. Rwandais bazali, c'est ce que nous disons et c'est la vérité parce que tout l'accès binoa ba soldat rwandais. Poto betayi bango na Sukhoi matanga yaki na Rwanda. Mais alors, vous croyez que tout Maïs, c'est ce que vous pouvez laisser le ministre. Mais la résolution to monité to le ba okenda ngomba. Maïs, je veux vous donner la réponse. Okay. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas lu faut lire les communiqués et ce serait dangereux. Parce que justement, lorsque vous ne lisez pas, vous vous laissez entraîner. Par exemple, hier j'ai vu la fausse polémique sur les zones tampons qui ne figuraient même pas dans les communiqués. On a parlé ici de cantonner, on a parlé des désarmés, on a indiqué les acteurs qui doivent intervenir dans ces processus. Qu'est-ce que ça signifie cantonnement? Je ne suis pas militaire, mais je crois on vous met dans un camp, il y a des personnes qui sont habilitées qui viennent,
on vous désarme, vos types d'armes, ce que vous avez, y mettre de côté, on vous identifie. Alors, Bon, comme le Rwanda sait qu'il a ces éléments là-bas et que ces éléments ne peuvent en aucun cas rester là, ils vont repartir parce qu'on va les identifier Oui, c'est clair. avec des cartes, c'est bien clair. Il y a, je veux vous renvoyer dans les communiqués pour la relecture. Donc, na Lingala, pour na bato bazolanda baeba, batu oyo bazana M23, basoda oyo, ba Congolais oyo bazana M23. Ndenge toyokani awa, tokomema bango na ngomba ya Sabinyo. Tosangisi bango wana. Ba oyo baza ba expert oyo armée na biso ba mécanisme à force régionale ya Nations Unies ba kokende ba botoli bango mandoki ba identifier bango parce qu'il y a le processus, il y a DDRCS oyo lelo bana wana ceux qui baza bana batengama ba komai ko vivre na mandoki lelo ceux to longoli bango na ba groupe armé, il faut to pesa bango une alternative yango to sala programme wana il y a DDRCS o to zui bango to désarmer to démobiliser, peut to sali bango o to bing na lopoto réinsertion sociale et communautaire. Au komina au côté Kanguba, au komina au sala bilanga, au tiki musala yamandoki. C'est les processus dans lesquels nous sommes engagés. Merci. Une petite dernière question. J'en avais deux. S'il vous plaît. Il faut terminer Je demande- s'il vous oui, plaît oui, parce oui, je que demande votre nous indulgence. devons rendre l'antenne. s'il vous Excellence, Monsieur le Ministre, je voudrais demander ceci. Quand est-ce que vous, les hommes politiques congolais qui nous dirigez, vous venez de prendre un exemple tout à l'heure, vous avez dit Mboka na biso alikuwa moto ana sida, c'est-à-dire capacité à défense doit en ôter. Est-ce que dans le vous but en Angleterre, dans le but, il faut que renforcer. faut renforcer, Voilà. d'accord. Est-ce que vous pouvez entre bino bakonzi neti to créer un temps mort, c'est-à-dire qu'on mette un break, qu'on donne 5 ans, 10 ans, le temps de reconstruire le pays, et après on pourra parler par exemple des élections. C'est une réflexion. Excusez-moi. C'est une réflexion. Bon, Merci beaucoup. Merci. Je crois que, Mike, ici, il faut que... Non, on va pas... On pourra interagir dans le couloir. Vous avez suivi que la CENI va publier les calendriers électoraux samedi. Ici, nous voulons être un État respectueux et différent. Le président de la République est un démocrate qui est convaincu. Nous avons fait le choix de la démocratie, nous devons nous comporter en conséquence. Et aujourd'hui, vous poserez peut-être la question au président de la CENI à l'occasion de la présentation du calendrier électoral. Il vous dira qu'il n'a reçu aucun dollar d'aucun partenaire. Sur un financement d'à peu près 600 millions de dollars à ce jour, on est autour de 400 ou 450 et d'ici la fin de l'année, cela sera soldé. Parce que nous croyons que nous allons organiser les élections, non pas parce que les autres vont nous obliger, non. Parce que nous sommes convaincus que les élections, c'est la voie à partir de laquelle on renouvelle les dirigeants. Ceci dit, sûrement qu'il vous parlera de contraintes. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a 387 000 Congolais qui sont en errance. Vous avez suivi que les M23 ont saccagé, ont pillé les bureaux de la CENI dans le Rutshuru. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'on va commencer l'enrôlement d'ici la fin de l'année, on doit être en mesure de faire le point du matériel électoral dans ces régions. Parce que pour boucler la liste des électeurs, il faut être sûr que les Congolais de partout ont été enrôlés. Je ne suis pas spécialiste sur les sujets, mais ici, nous, en tant qu'État, nous faisons ce qui est notre devoir pour ce qui concerne l'organisation des élections. Et s'il y a des contraintes en ce moment-là, on en reparlera. Aujourd'hui, le président de la République a lancé l'appel à la mobilisation générale. On en a parlé ici parce que parfois j'ai l'impression que les gens veulent conditionner une mobilisation pour défendre la patrie. Ça n'existe pas. On peut discuter plus tard, on peut estimer que ce serait opportun que les présidents discutent avec M. Serge Seka ou M. Maïs Tchibangu, mais cela n'est pas obligatoire dès lors que l'intégrité du territoire est menacée. C'est cela le patriotisme. C'est aussi cela la vigilance qui doit être de nôtre. Et c'est plutôt, je suis plutôt content de voir qu'il y a une mobilisation soutenue depuis l'appel du président de la République. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a plus de 5000 jeunes aujourd'hui qui sont enrôlés, qui se sont enrôlés dans l'armée. Il y en a qui viennent de Bunia, des jeunes dames qui sont engagées pour la patrie. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons la même compréhension du sujet. Et s'il y a des actions qui doivent être faites dans l'avenir, nous communiquerons. Par exemple, on va faire
un téléthon spécial le 5 décembre prochain avec le ministre de la Solidarité. On aura l'occasion de l'amener ici pour vous présenter la situation humanitaire de manière générale. Il faut des lots pour nos compatriotes, il faut des abris. Nous ferons ce que nous pouvons faire. Nous ferons aussi appel à des personnes de bonne volonté qui pourront le faire, évidemment, une forme de mobilisation internationale. Et donc, cela doit être bien clair et compris de tout le monde. Donc, Madame, oui, allez-y. Permettez un peu là, parce qu'en fait, vous voulez dire que vous lancez un appel aux politiciens congolais de taire leurs divergences pour se rassembler autour de la cause nationale. C'est ce que vous voulez dire. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est comme ça partout au monde. Comme a dit le ministre de la Communication, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés. Je ne sens pas des affrontements idéologiques ou politiques tels que on peut penser que la nation est fissurée. Moi, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est le sentiment aussi du président. Je voudrais ajouter aussi que le président appartient à une famille politique, à un parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Et dès l'accession à la magistrature suprême, il a déclaré, ce qu'on a dans les médias, que sous son règne, il n'y aura pas de prisonniers politiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'hommes politiques qui sont arrêtés et jetés en prison. S'il vous plaît, je ne connais pas un homme politique, comme je le suis, comme les autres le sont, qui font des conférences de presse. Attention, il ne faut pas glisser, c'est autre chose. Hein. Ce que vous voulez dire là, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que je suis politique que je peux dire n'importe quoi, il y a les lois de la République. On ne peut pas être dans une république où je suis député, je suis ministre, je peux faire tout ce que je veux, on ne peut même pas m'interpeller en justice. Non. Et donc, ce cap-là de la démocratie, il faut le maintenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'empêchez pas les hommes politiques de prendre position sur la gouvernance du pays comme si nous sommes dans une sorte de prison à ciel ouvert ou dans une salle de classe où le maître a dit ne parlez pas. Et c'est ce que le président fait, il laisse les gens s'exprimer. Ce que nous devons faire, c'est d'éviter d'en faire trop et de fragiliser cette mobilisation patriotique autour des institutions, autour du président et de nos forces armées. Mais je ne pense pas que le président, dans sa tête, et ce n'est pas vraiment pour peu que je le connaisse, il se dit, bon, parce que nous sommes en guerre, un journaliste ne peut pas parler, un homme politique ne peut pas exprimer son point de vue. Vous comprenez? Et enfin, je souhaite et j'espère que cet appel-là, qui vient consolider l'appel du chef de l'État à la mobilisation, à l'unité nationale, que vous lancez du haut de la tribune de notre radio nationale, sera entendu par tout le monde et que nous allons, tout en gardant nos divergences qui fécondent notre démocratie, dont nous avons besoin pour guider le Parlement, les chefs de l'État, nous qui sommes au gouvernement, c'est la contradiction qui nourrit la démocratie et qui aiguillonne la voie à suivre par le gouvernant. J'espère que chacun saura toujours garder la limite de ce qui est permis et de ce qui nous permet d'avancer. Voilà. Alors, on prend les dernières questions en série. Innocent Olenga, John Gomba. C'est la première fois, allez-y, comme ça on va terminer il existe, les questions. Ouais. Madame Rachel, allez-y, on va enregistrer et puis nous vous répondrons au fur et à mesure. Parce que nous devons terminer dans 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mes deux petites questions s'adressent au vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères. Premièrement, dans ce communiqué de Luanda, pourquoi il n'y a pas d'action contraignante envers ou à l'endroit des pays qui soutiennent le M23? Parce que pour nous, la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda qui appuie le M23. Pourquoi dans ce communiqué, il n'y a pas de contraintes pour dire il y aura telle action si le M23 ne se retire pas? Parce que si c'était fait comme ça, je pense que le Rwanda pourrait prendre la mesure de ce qui l'attendra demain si le M23 ne se retire pas. Et en deuxième lieu, est-ce que vous ne craignez pas qu'à la fin,
que la République démocratique du Congo se retrouve le seul pays à dire ouvertement que le M23 est soutenu par le Rwanda. Je ne le souhaite pas puisque je suis foncièrement patriote. Mais si au bout, le M23 ne se retire pas, est-ce que la RDC ne risque pas de se retrouver seule à crier haut et fort que le M23 est soutenu par le Rwanda? Vraiment, ce communiqué, quand on le lit, on se rend compte que le Rwanda est un tout petit peu épargné, monsieur le ministre. Je ne suis pas diplomate, il donnera des réponses diplomatiques sûrement, mais vous avez suivi le gouvernement américain qui s'est prononcé clairement. C'est à peine si les Français ne les disent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont dans une position de médiation et dans une position... J'en arrive, Madame Kitita. Peut-être parce que si vous êtes dans un rôle de médiation, vous n'êtes pas tenu de prendre des positions qui peuvent empêcher d'atteindre l'objectif final. Il y a une résolution du Parlement européen qui est sortie ce soir. Si vous les lisez, il est clairement mentionné le Rwanda. Ce que vous n'observez peut-être pas encore, c'est que le Rwanda est en train de s'isoler diplomatiquement. Vous avez suivi cette semaine, il y a eu un communiqué des envoyés spéciaux des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique. À peine on ne cite pas le Rwanda, mais chaque fois qu'on parle du M23, on sait qu'on parle du Rwanda. Je vous donne l'exemple d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui dit que c'est une armée qui opère, qui a des armes sophistiquées dont on reparle dans le communiqué, mais qui ne cite pas le Rwanda parce qu'il est dans une position diplomatique. Bientôt, on va publier les rapports des experts. Nous-mêmes, nous faisons un travail avec le vice-premier ministre. Nous allons publier. Le problème, c'est que lorsque vous ne dénoncez pas les mal, vous pouvez paraître complice. Je pense que les gouvernements occidentaux, au fur et à mesure que les preuves vont s'accumuler, au fur et à mesure que cette situation humanitaire catastrophique va continuer, seront bien obligés de nommer les mal parce que personne ne voudrait, contrairement à ce que les gens peuvent penser, se mettre à dos le Congo. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la catastrophe. Nous étions avec le Premier ministre à Djerba. Lorsqu'il n'a pas participé à la photo, vous n'avez aucune idée du ballet diplomatique qu'il y a eu autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, si la République démocratique du Congo décide de quitter la francophonie, c'est un cataclysme. Et donc, vous voyez qu'il faut peut-être, et c'est cela le travail du VPM Lutundula, la diplomatie a ses règles qui prennent du temps, mais nous pensons que sous la direction du président, nous sommes sur la bonne voie et il ne faut pas oublier que la crise que nous voulons résoudre est une crise qui dure depuis 28 ans, depuis après les génocides rwandais. Et donc, les racines sont profondes. Il faut arriver à trouver des solutions profondes qui nous permettent, une fois pour toutes, de mettre fin à cette situation. Monsieur le vice-premier ministre, désolé, oui, je vous laisse répondre diplomatiquement. La condamnation, techniquement, le ministre Sommet n'a pas de compétences pareilles. Je crois que là, c'était discutable. Il revient à chaque État, dans l'exercice de sa souveraineté, de se positionner par rapport au comportement de tel ou tel autre État. C'est ça le respect de la souveraineté de chaque pays. Évidemment, il y a des organisations qui ont des systèmes et des barèmes de sanctions, mais ce qui s'est passé hier à Luanda ne procède pas de ce type de prérogatives. Vous avez dit si le RDC va se retrouver seul, je crois que le ministre de la Communication vous a donné une réponse en quelques lignes. Non. C'est une hypothèse de réflexion que je n'exclus pas a priori, mais je n'ai aucun élément aujourd'hui qui puisse me convaincre ou me faire penser à un isolement diplomatique. Félix Antoine Tshisekedi a rompu l'isolement diplomatique dans lequel nous nous sommes retrouvés avant son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, les paramètres d'isolement diplomatique ont sauté et nous ne sommes pas dans ce panneau-là. Bien au contraire, j'ai le sentiment, je ne peux peut-être pas dire parce que je suis dans l'action, que quelque part l'isolement diplomatique côtoie voisin, mais pas dans notre parcelle. Parcelle na biso bato
isolement diplomatique égalité. Nous avons avancé. Nous avons avancé. Ce n'est pas facile d'obtenir des déclarations que nous entendons aujourd'hui de la part de certains pays membres du Conseil de sécurité, pour ne pas citer les États-Unis, de la part de certaines organisations. Il vous a parlé de la résolution du Parlement européen. La résolution est là, mais il est très long. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant 20 ans. Je sais que quand vous avez une telle résolution, ça vient de loin et ce n'est pas facile. Donc, maintenons le cap. N'ayez aucun sentiment de peur, de désespoir. La révolte contre, si vous voulez, le comportement de certains, elle est fondée. Je vais vous faire des révélations. Hier, le président de la République, intervenant dans le débat, il a dit quelque chose que j'ai retenu. L'Afrique n'a pas besoin d'Hitler, de Mussolini, des empereurs conquérants. L'Afrique a besoin de ceux qui font le progrès de ses peuples, de ceux qui font son unité pour qu'elle soit toujours puissante et prospère. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est ce que le président disait hier. J'ai noté parce que c'était fort. C'était fort. Et je crois que c'est ça l'Afrique. Nous n'avons pas besoin de perturbateurs. Nous avons besoin de ceux qui créent, si vous voulez, la puissance, la prospérité de l'Afrique. De ceux qui travaillent, les leaders qui travaillent pour que quand on rencontre un Africain désormais dans le monde, on le respecte, quelle que soit sa nationalité. Tout cela, là j'ai ajouté, le président a dit, ça ce sont des comportements dépassés, d'autres époques, d'autres siècles. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre, un petit rappel. Voisin, je pense que c'est en français, c'est pas en lingala. Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole. Il est le dernier, j'espère. Ah non, Il y avait John Gomboa en bonus. Oui, ça fait longtemps. Plus de 10 ans. Pas de négociations, pas de dialogue avec l'M23. C'est la position tranchée du gouvernement congolais. Je confirme. Je vous rappelle, M. Le VPM, qu'il y a eu les déclarations de Nairobi, signées le 13, si je ne me trompe pas, le 13 novembre 2013 à Nairobi, entre le M23 et le gouvernement congolais, dont, entre autres, les mécanismes de suivi est chargé de faire le suivi et l'évaluation. J'estime qu'elles ne sont pas tombées caduques, ces déclarations de Nairobi. Ma question, elle est celle-ci. Vous parlez des accords de Nairobi, pas de déclarations. Non, je vous parle des déclarations signées en 2013. Oui, en 2013, il y avait des accords. Et je sais, quand vous faites allusion parce qu'on en parle, les avocats du M23 parlent de revenir aux accords de 2013. Ma question d'aujourd'hui. Il faut être direct et clair. Ma question d'aujourd'hui, Christophe Lutundu Penapala, quelle est votre analyse politique et diplomatique de l'absence de Paul Kagame à Luanda? Voilà. Je ne me fais aucune analyse de ça. Mais je sais que c'est un comportement qu'il adopte pour la deuxième. Il y a quelqu'un qui a posé une question ici, dans ce sens-là. Et donc, ça me renforce dans ma conviction que nous devons demeurer vigilants, que nous devons travailler fort. Ça me renforce dans ce que je vous répète ici plus de 10 fois. Nous traitons avec notre interlocuteur, parce qu'il s'agit de lui, sans naïveté ni faiblesse. C'est clair comme de l'eau dans un verre clair. S'il y a des gens qui veulent se faire d'illusions que le matin, le président Kagame va dire oui, vous avez raison, nous on a fait ceci, va faire le salam alek, s'agenouiller. Ils ne sont pas de ce monde. Ceux qui raisonnent comme ça ne sont pas de ce monde. Voilà, on va prendre la dernière question, John Gomboa. Merci, monsieur le ministre. Je suis aussi très heureux de vous retrouver, monsieur le vice-premier ministre. Alors, ma question découle de votre propos. Vous avez
sans langage de bois, toucher du bois, en affirmant que le vrai problème que nous avons, c'est les problèmes de la défense nationale. Alors, à quel moment est-ce que vous, en tant que gouvernement, vous en êtes rendu compte? Vous allez? À quel moment, vous, en tant que gouvernement, vous vous êtes rendu compte que le vrai problème que nous avons, c'est les problèmes de la défense nationale? À quel moment? Et qu'est-ce que vous avez fait C'est depuis? simple comme bonjour, Jean. Comment vous pouvez me dire, vous qui êtes membre, vous êtes un bon journaliste. Les discours du président, son discours d'investiture, il faut le lire. Le discours, je vais plus loin, du professeur Ilunkamba, premier ministre du président Tshisekedi, à l'Assemblée nationale pour l'investiture. Il en a parlé. Et notre gouvernement. On en parle tout le temps. Les chefs de l'État, quand il fait la communication, le message à la nation, à la fin de l'année. Oui, mais et je vous ai dit ici. Si vous m'auriez laissé parler, attendez vous auriez un peu là. pu entendre... Parce que vous avez terminé. Terminez alors. Terminez parce qu'il n'y a pas de... Oui. Je pose mes questions, comme ça vous avez le temps de répondre. Allez-y. Oui. Donc, quand est-ce que la défense nationale sera remise sur pied de manière à ne plus nous obliger à négocier de cette manière? Deuxièmement, avec le Kenya, les Tanzaniens, le Burundais, ça fait autant de forces, d'autres forces sur les terres congolaises. Vous connaissez certainement la stratégie du cheval des Troies qui remonte à depuis les siècles. À quoi devons-nous s'attendre avec ces forces sur nos territoires après le M23? Merci. Bien. La première question, je n'ai pas terminé parce que vous dites que je ne vous ai pas laissé terminer. Vous n'avez pas non plus laissé terminer dans ma réponse. Vous vous rappellerez de décisions graves que le président a prises dans la restructuration de l'armée. Rappelez-vous tous les changements qui étaient intervenus, je crois, il y a une année ou 2 ans, là. Ça allait dans ce sens-là. Maintenant, vous me donnez d'ailleurs l'opportunité de le dire parce qu'on nous parle tout le temps d'FDLR. Aujourd'hui, le président est en train de restructurer, de changer le leadership militaire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il a fait une mise en place qui continue. Vous comprenez? Et je vous ai dit ici, c'est quand même curieux qu'on accélère les attaques juste Rutshuru, Rumangabo, c'était quand? C'est après que le président a nommé les nouveaux officiers, les nouveaux dirigeants. Pendant qu'ils font la remise reprise, les autres disent non, ne se peut pas leur donner du temps. C'est ça aussi l'enjeu de ce que nous vivons actuellement. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la RDC, je n'aime pas toujours parler richesse. On connaît, on est très riche. Mais quand même, il faut dire que si on laisse à ce pays le temps de s'organiser, de mettre à contribution, je préfère mettre ça en exergue, son capital humain, de le valoriser, pas seulement par la formation, mais par des emplois, dans 10 ans, ça va changer. La géostratégie de la région va changer, les équilibres vont changer. C'est ça l'enjeu aussi de cette guerre, et beaucoup de Congolais comprennent ça. Donc la question de l'armée, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'aborde. On l'aborde parce qu'il y a une épreuve, une crise qui nous oblige d'analyser, de comprendre et de faire comprendre à nos compatriotes que nous avons un problème et qu'il va falloir à un moment ou à un autre que ce problème soit résolu. Dès qu'il est résolu, ceux qui auront toujours la vie, je souhaite avoir 100 ans, ils vont se dire oui, maintenant on ne peut pas jouer avec nous. Parce qu'on sera en mission du soutien. Vous comprenez? Donc c'est cela. Alors, ce n'est pas question d'aujourd'hui. Je vous dis, c'est la première fois que nous avons une loi de programmation militaire. Peut-être ça existait. Mais aujourd'hui, c'est une réalité et nous sommes là en train de chercher à financer ça.
alors le Kenya, trop de troupes étrangères. Oui, l'interpellation, elle est fondée. La mise en garde, je suis d'accord avec vous, John. Il faut faire attention. On dit en français, trop de cuisiniers gâtent la sauce. Mais n'oublions pas non plus qu'en 2013, les FAIBIDA, la brigade, qui était là? La Tanzanie, le Malawi, l'Afrique du Sud, je crois que le Kenya aussi était. Bien sûr. FAIB. Ce sont ces troupes africaines, parce qu'on ne souligne pas ça trop. On a l'impression que ce sont des troupes des Nations Unies de la MONUSCO qui sont venues d'ailleurs. Ce sont ces troupes des Africains qui nous ont permis de neutraliser totalement les FBI, parce que FBI, non, c'est dit, les M23, parce qu'ils sont venus en soutien au FARDC. Donc, ce qui compte, et à cela que je vais en venir, ce sont les règles du jeu. La détermination de surface d'intervention, c'est là que se jouent les choses. Et c'est pour cela que vous m'avez vu l'autre fois en train de signer, on appelle ça SOFA, les statuts de la force régionale. Et il y a eu aussi les règles de déploiement qui ont été fixées. C'est ça qu'il faut faire. Actuellement, le problème que vous soulevez, il se pose. C'est-à-dire que nous avons été à New York avec le président au mois de septembre. Il y a eu une réunion qui a rassemblé les ministres des Affaires étrangères de la SADC, de la SADC, avec l'équipe de M. Jean-Pierre Lacroix, assisté accompagné de son collègue sous-secrétaire général qui est chargé de soutien aux opérations de maintien de la paix. Nous nous sommes réunis et on s'est mis d'accord qu'il faut une réunion de coordination. Même au niveau de la SADC, j'ai participé par vidéoconférence à une session de l'organe de paix et de sécurité de la SADC. Nous avons soulevé la question et nous sommes entrés, en tout cas à mon niveau, j'ai relayé le message pour que cette réunion se tienne rapidement, parce qu'il faut éviter aussi la situation de Kisangani. Hein. Nous en avons un mauvais souvenir. Donc vous avez raison. Mais je vous rappelle aussi que si les règles sont bien fixées, on peut arriver à des résultats comme c'était le cas la fois passée. Okay? Je crois que je veux me permettre un petit commentaire avant la conclusion de ces briefings. Bon, je crois que j'ai vérifié, le Kenya n'était pas dans la FIBA en 2013 et il est plutôt arrivé en 2021. Mais ici, John Gomboa, pourquoi vous pensez que nous avons dit non au brassage et au mixage? Parce qu'aujourd'hui, regardons-nous dans les yeux, parce que le président de la République est arrivé en 2019. Il a hérité d'une situation où il ne faudrait pas qu'on rappelle le passé, parce que nous assumons au présent. Mais dans quel état? On a fait des 7 armées, mixage, brassage, des gens qui sont venus de toutes parts, n'ayant pas la même philosophie. Mais pourquoi on parle des infiltrés aujourd'hui? Vous êtes une armée en guerre, mais on arrête des officiers qui sont à des points précis de commandement. Pourquoi on en est à ça? Mais parce que dans la stratégie de l'autre, du voisin, comme dirait mon voisin de droite, c'est de s'assurer que nous avons toujours, quelqu'un a parlé, c'est vous, de cheval de Troie, qu'à tout moment, nous pouvons perturber les dispositifs. Mais ici, on n'a jamais été dans un cycle aussi vertueux pour ce qui concerne l'armée. D'abord, la loi de programmation. Il est député, je le suis, depuis 2012. Cette loi gravite autour de l'Assemblée nationale. 10 ans plus tard. Il fallait de la volonté politique pour y arriver. On va mettre 1 milliard, ce n'est pas beaucoup, parce que pour un pays comme la RDC, et c'est pour ça que les jeunes doivent absolument répondre à l'appel du président, on a au moins 10 000 kilomètres de frontières. Alors j'ai entendu des experts dire que le Congo, si on devait faire les calculs de ce qu'on représente en termes de potentiel ou de ressources, c'est 24 000 milliards. Comment vous avez un pays si grand, autant de ressources, et vous n'avez pas une armée massive et puissante? Ici, l'ambition, c'est d'arriver à une armée de 300-500 000 hommes. C'est la dissuasion. Le jour où nous atteindrons cet objectif, de manière automatique, des problèmes se régleront. Et donc, ici, c'est clair que les voisins voient le mouvement que nous faisons. Le vice-premier ministre vous a parlé de comment on est sorti de cette forme d'isolement diplomatique. Aujourd'hui, on parle du Congo, pays solution. Nous étions à Sharm el-Sheikh, poser la question à la vice-premier ministre Bazaïba.
Vous avez vu les défilés qu'il y a ici autour de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous reprenons notre rôle central en Afrique. Et il y a des gens qui, malheureusement, se sont construits derrière le drame du Congo. Et que les vraies raisons de cette guerre sont aussi économiques. On va en faire la démonstration. Parce que si le parc de Virunga, qui est de loin l'un des plus grands d'Afrique, si aujourd'hui nous réactivons toutes les activités dans les parcs de Virunga, qui ira chez les voisins? On sème l'insécurité parce qu'on sait qu'il y aura des avis d'ambassade, n'allez pas dans la zone. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que, et c'est tout le Congolais doivent le comprendre, et c'est là l'exhortation que nous faisons aux médias, nous sommes en train de recréer ou de refonder, de rebâtir notre pays. Et ça vaut pour l'armée, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a plusieurs années, ici, nous intervenons au Tchad, nous intervenons au Rwanda. Et donc, il y a une marche dans l'histoire des États qui veut que, pour les moments, nous soyons dans une forme de transition, mais bientôt, grâce au président Tshisekedi, en tout cas, il y aura des bases qui seront posées pour restructurer, réformer et avoir une armée à la dimension du Congo. Je crois que c'est sur cette note, Monsieur le Vice-Premier ministre, que moi, je vais terminer. Allez-y. Non, l'armée aussi, je voudrais qu'on relativise certaines choses. Ce sont des jeunes qui ont été entraînés rapidement, mais qui affrontent, c'est vous-même qui dites ça, qui affrontent pratiquement 3 armées, dont 2 armées classiques et une armée de terroristes, comprennent qui pourra. C'est pas facile. De toute façon, nous, on a lancé Défendons la patrie, nous avons lancé Bendele Koyate. Il faut que tous les Congolais se mobilisent et qu'ils soient vigilants. Monsieur le Vice-Premier ministre, il y a quelques jours, quelqu'un me dit, au Congo, vous préparez, entre guillemets, un génocide parce que tous les jeunes qui vont dans l'armée ont pour objectif de taire les ambitions du Rwanda. Ah, donc voilà, tout de suite, on vous accuse. Non. Personne ne peut nous empêcher de nous organiser pour assurer la défense de nos territoires. Du reste, nous, on n'a provoqué personne. Voilà. Il n'y a pas la confusion. Le peuple congolais, je le dis, on termine l'édition. Le peuple congolais n'est pas contre le peuple rwandais. C'est un peuple frère. Ce que nous demandons, c'est que ceux qui dirigent ce pays frère dégagent toutes les entraves à la fraternité et au développement de nos 2 peuples. Personne ne nous séparera parce que ce que Dieu a voulu là, vous n'allez pas déplacer des lacs Kivu, vous n'allez pas déplacer Gizendi, Goma. C'est pour ça que le président Tshisekedi dit on n'a plus besoin des chefs d'État conquérants. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. On a pris plus de temps que prévu, mais ça valait la peine. Merci. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation.